La guerre aérienne dans le Nord a été le plus gros challenge pour les forces aériennes. De même que la défense vietnamienne a gagné en force et en sophistication entre roulement de tonnerre et linebacker, ainsi les tactiques simples des forces aériennes de 1965 ont laissé place aux balais aériens complexes des raids de 1972. Au début de la guerre, les forces aériennes se battaient au Vietnam comme en Corée une décennie plus tôt. Les attaques étaient simples. Il y avait les escortes de chasseurs et puis les bombardiers qui frappaient. Mais en 1972, la défense aérienne au Vietnam du Nord était devenue si sophistiquée qu'elle avait obligé les forces aériennes à développer des méthodes d'attaque complexes. Une attaque typique en 1972 incluait un système ECM, une formation d'avions Wide Weasel, qui anéantissait les radars ennemis et les chasseurs couvrant les bombardiers qui frappaient la cible. Tous devaient coopérer afin de réussir leur mission. La guerre aérienne en Asie du Sud-Est nécessitait des renseignements poussés pour la plupart donnés par les avions de reconnaissance. Le plus approprié pour cela était sans doute le RF-4C. Le RF-4C est un F-4 conçu pour la reconnaissance. C'était le même avion, mais appelé RF-4C parce qu'il transportait un attirail de 4 caméras différentes. Une caméra oblique de chaque côté, orientable à gauche ou à droite de 45 degrés, une caméra qui balayait d'horizon à horizon, une caméra de haute altitude et une caméra infrarouge. C'était un avion très bien équipé pour 1966. Et pas seulement avec ses caméras, mais aussi avec le seul radar à balayage frontal capable de suivre le terrain. C'est-à-dire qu'on pouvait taper l'altitude à laquelle on voulait voler et il maintenait cette altitude par tous les temps ou de nuit en fonction de la distance au sol. On avait un pilote derrière qui n'était pas à la fête, parce qu'il n'était pas entraîné à voler au radar et qu'il avait dû apprendre à le faire en 4e vitesse. À la fin de mon passage au Vietnam, ils mettaient de vrais navigateurs derrière, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Si on était en mission d'une journée, on avait une seule cible au Vietnam du Nord, habituellement un numéro de la liste JCS. On nous donnait un petit papier sur lequel étaient écrits les coordonnées de la cible, l'heure où on devait y être, les repérages attendus et quelle devait être l'orientation des caméras, et c'est tout. La plupart de nos missions de jour concernaient l'avant ou l'après-attaque. Si c'était avant, si on prenait des photos de la cible avant que les forces aériennes ne la frappent, il fallait être à l'heure, ou on risquait de se retrouver au milieu de l'attaque, au milieu des bombes et des missiles. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que des hordes d'avions arrivaient de Thaïlande en direction du Vietnam du Nord, prêts à attaquer, donc nous étions à l'heure. Si c'était après l'attaque, on essayait d'être à l'heure, ou éventuellement un petit peu en retard. Parce que, comme ça, ils auraient eu le temps d'épuiser toutes leurs munitions. Les MiG n'auraient plus d'essence, les missiles solaires auraient été tirés. Mais qu'on soit avant ou après l'attaque, qu'on arrive à l'heure ou pas, ça ne faisait pas de grosse différence. La plupart du temps, on allait vers le site de Takan au Laos, où on volait à haute altitude pour économiser le carburant, puis on commençait à descendre. Nos cibles étaient tellement bien connues de tout le monde que les Vietnamiens les connaissaient aussi. Et ils savaient qu'à 10 heures tous les matins, il y aurait une attaque. Et ils savaient qu'il y en aurait une autre vers 3 heures de l'après-midi. Ils connaissaient l'heure, et une fois que les attaques avaient commencé, il n'était pas difficile de savoir où les bombardiers iraient. Et c'était pareil pour les avions de reconnaissance. Ils finissaient par savoir vers où on se dirigeait, alors ils tiraient en l'air tout simplement. Et bien sûr, nos avions rencontraient leurs tirs. Nous avons perdu la plupart de nos avions de cette manière. Les renseignements recueillis par la reconnaissance aérienne jour et nuit, et quel que soit le temps, servaient à concevoir l'attaque d'une cible particulière.
Une grande variété d'appareils américains ont pris part à la guerre du Vietnam. Le Republic F-105 Thunder Chief, rapide et robuste, a joué un rôle crucial dans beaucoup d'opérations clés. D'autres avions, comme le F-102 Delta Dart et le nord-américain F-100 Super Sabre, ont permis de couvrir les avions d'assaut, repoussant les interceptions sporadiques des MiG. Le F-111 Aardvark et le B-57 Canberra ont combattu même dans les pires conditions climatiques. Mais l'avion le plus important et le plus polyvalent de l'arsenal américain était le F-4 Phantom. C'est un avion multifonction, excellent pour les opérations air-sol, aussi bien que air-air. Bon pour tout, mais spécialisé en rien, en quelque sorte. Ils en ont fait plus de 5000 et 11 ou 12 pays en ont commandé dans le monde. C'était vraiment un bon avion. Pour ce qui est de le piloter, ça n'avait rien de spécialement difficile. Il n'avait pas de particularité déplaisante, mais bien sûr, c'était un gros avion pesant. La phrase qui courait à son sujet, c'était qu'en mettant assez de poussée derrière une cuvette de WC, elle volerait un Mach 2, ce qui n'est pas gentil. Le F-4 était assez rapide, mais il fallait apprendre à fonctionner au palonnier si on prenait des jets. Si on subissait beaucoup de jets en tournant l'avion, comme j'ai dit, les plus gros problèmes tenaient à la visibilité. C'était terrible depuis l'arrière. Et on avait des miroirs pour voir derrière nous, ce qui était assez ridicule. On ne voyait vraiment pas bien. Un autre problème était qu'on percevait la traînée de fumée d'un F-4 bien avant de voir l'avion lui-même. Et si on mettait le brûleur, ça faisait disparaître la fumée, mais on se retrouvait vite à court d'essence. C'était un peu avoir le choix entre la peste et le choléra. Pour les opérations air-air, ce n'était pas un avion exceptionnel. Son point fort était la chasse verticale, mais pour prendre un virage serré ou à l'horizontale, le MiG-21 était bien meilleur, plus maniable. Par contre, le MiG n'était pas un bon avion transsonique, alors que le F-14, si. Et il avait aussi un meilleur contrôle de tir radar et pouvait transporter tout un tas d'armes. Pour la défense, on avait généralement des Sparrows, des missiles radioguidés, des armes air-air et des Sidewinders. C'était un avion qui pouvait voler dans les pires situations. Durable, fiable, mais cher à entretenir. Il fallait beaucoup d'heures de maintenance par heure de vol pour qu'il fonctionne bien. C'était un McDonnell Douglas. Il avait tendance à perdre pas mal de liquide hydraulique, ce qui inquiète toujours beaucoup. Mais, enfin, il a très bien servi son pays. Un avion formidable. Contrairement à beaucoup de chasseurs utilisés au Vietnam, le F-4 avait un équipage de 2. Le deuxième homme, qu'on appelait le mec derrière, aidait le pilote lors du combat aérien. Bien sûr, nous aussi, on était entraînés pour être chef d'équipage. En théorie, on faisait un vol sur 2. Mais on effectuait surtout le travail au radar, chercher la cible ennemie, faire les repérages au sol par radar, aider à identifier la cible, s'occuper de communiquer par radio pendant que l'autre pilotait. En fait, c'était essentiellement des fonctions de copilote, sauf qu'on faisait le gros du travail d'interception radar. Suite à la guerre de Corée, les forces aériennes pensaient que les combats aériens modernes se feraient à longue distance avec des missiles guidés. Comme beaucoup de chasseurs de l'époque, les premiers F-4 n'avaient donc pas de mitrailleuses intégrées. La grande idée à l'époque était que grâce au radar, on se battrait à distance, loin, qu'il n'y aurait pas de problème. Bien si. Le problème était qu'en cas de contact direct, on ne pouvait rien faire. On n'avait rien pour tirer, à part leur rentrer dedans, et il n'y avait pas vraiment de solution. Inutile de dire que l'idée ne plaisait pas. Ils ont donc fini par concevoir un dispositif de mitrailleuse pour les F-4, C et D. Mais le gros problème dans ces modèles était que, comme ils avaient simplement attaché la mitrailleuse à l'avion, parfois la cible était dans la ligne de mire, mais pas souvent. Et bien sûr, avec les balles traçantes, on le savait.
Et ce n'était pas une bonne arme parce qu'elle n'était pas très précise. Ils n'avaient pas eu le temps de la mettre en mode bore sight. Le modèle E avec la mitrailleuse intégrée était beaucoup mieux pour ça. À Da Nang, pour une mission au Vietnam du Sud, habituellement on prenait le F-4D. Pour le Vietnam du Nord, on prenait le F-4E qui avait le canon de 20 mm. Si on participait à un combat air-air pour utiliser les missiles, il fallait se trouver à une certaine distance minimum. En cas de combat rapproché où les missiles étaient inefficaces, on pouvait donc tirer avec le canon 20 mm. Alors que si on se trouvait dans le modèle D, il fallait manœuvrer pour revenir à une distance appropriée et pouvoir envoyer le missile. Les ennemis n'avaient donc pas l'avantage à longue distance. Et évidemment, ils préféraient le combat rapproché. Selon les capacités de l'appareil, certaines positions donnent l'avantage ou non. Il s'agit d'attirer votre adversaire là où vous êtes en position de force. De près et à certaine altitude et vitesse, un gros appareil est plus avantageux que le F-4 ou que d'autres appareils. Quand les MiG ont commencé à éviter les F-4, les pilotes ont rusé pour les forcer au combat. Robin Olds est devenu célèbre pour avoir donné au F-4 l'apparence de F-105, les bombardiers envoyés sur Hanoï. Il a emmené toute une troupe de F-4 en faisant croire qu'ils allaient bombarder Hanoï chargés de bombes. C'était un leurre pour inciter les MiG à venir, pensant qu'ils allaient combattre des F-105. Et les MiG sont venus. Olds et son équipe en ont descendu 12 ce jour-là. Au fur et à mesure que les attaques aériennes s'intensifient au nord, les Nord-Vietnamiens, aidés des équipements soviétiques et chinois, créent un système de défense aérienne très structuré et redoutable. Leur artillerie antiaérienne ressemblait au canon flak de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils tiraient, ça envoyait des bouffées de fumée partout. Ils nous visaient à basse altitude avec ça. Ils avaient une telle puissance de tir et tellement de munitions disponibles qu'ils tiraient sur tout. On aurait dit des feux d'artifice là-haut la nuit. Ils tiraient au bruit. Ils étaient si nombreux dans les zones cibles que dès qu'ils entendaient un avion, ils se mettaient à tirer. On voyait des genres de chandelles romaines. Une sur 5 était une traçante et ils illuminaient le ciel avec ça. La plupart ne savaient probablement pas où nous étions. Les missiles solaires étaient très efficaces, mais seulement à haute altitude. Et si on ne les voyait pas. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait été touché par un missile qu'ils avaient repéré. C'était très facile de les éviter. En plus, ils laissaient un gros nuage de poussière en partant. Ils avaient une forme au sol, grande comme ça. Et on avait des indicateurs dans le cockpit qui nous avertissaient quand leur radar nous regardait. On savait quel genre de radar c'était par la bande E ou S. Et les feux strobe nous indiquaient quelle direction surveiller. Et quand ça devenait des feux de lancement, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder. Ça laissait un gros nuage de poussière à l'envol parce que les moteurs s'enflammaient. Ça partait en angle, comme ça. Donc on les repérait bien au lancement. Généralement, ils montaient, se faisaient guider par le radar et descendaient vers les avions. Mais on apprenait à manœuvrer de manière à les éviter quand ils descendaient. En fait, la plupart des pertes qu'on a subies à cette époque venaient de tirs au sol, pas des missiles sol-air, ni des MiG, ni des missiles aériens radioguidés. Beaucoup d'avions ont été descendus par des ZSU-23-4.
et des armes tirant en l'air. Quand un avion était abattu, les unités de recherche et secours faisaient tout leur possible pour récupérer les aviateurs tombés. On faisait beaucoup d'efforts pour récupérer nos pilotes. Ça fait partie de ce qu'est l'Amérique. Dans ce pays, on est tous la classe dirigeante. On vote tous, y compris les types qui se font abattre. Chaque vie est importante. Mais même sans être un idéaliste, par simple pragmatisme, ça reste vrai. Ça prend du temps d'entraîner un pilote. Et après l'entraînement, le pilote doit encore acquérir les réflexes de la bataille. On préfère donc faire des efforts pour le récupérer plutôt que de perdre cet entraînement et cette expérience. Et même du point de vue d'un stratège sans cœur, ça vaut quand même le coup. Au Vietnam, c'est devenu très élaboré. On a consacré des appareils à la défense. Le Jolly Green cueillait les hommes au cœur de la jungle. L'avion de commande AB-CCC coordonnait tout ça. D'après un auteur au moins, on consacrait même tellement de temps et d'énergie à récupérer un seul type qu'on perdait un peu de vue l'ensemble de la situation. Sans vouloir épiloguer, il me semble quand même que dans le contexte plus large, c'était militairement très cohérent d'aller chercher les gars, humainement parlant, et aussi pour continuer à bénéficier de leur expertise. À la fin de la guerre, l'unité recherche et secours employait toute une chaîne d'appareils pour aller sauver les aviateurs tombés. Une opération de recherche standard entravée par des tirs au sol comprenait un 16A1, 2 hélicoptères et quelques chasseurs pour l'appui aérien. D'habitude, pour une opération difficile, 4 avions créaient une colonne de bombes au phosphore blanc en direction du rescapé. 4 autres lâchaient des bombes de gaz lacrymogène CS le long du même couloir. Et 8 avions, 4 de chaque côté, volaient en série en mitraillant, en lâchant du napalm et des roquettes. Il créait un écran pour que l'hélicoptère se fasse un chemin vers le soldat, le ramasse et revienne. L'autre hélicoptère attendait dans la zone de sécurité et éventuellement rentrait à la base. Donc une mission de sauvetage pouvait être très encombrée. C'est pourquoi les radios étaient indispensables. Quand vous avez 16 avions, plus les pilotes d'hélicoptères, plus le contrôleur aérien avancé et le poste de commande aérien, plus le survivant au sol, il faut de la discipline pour savoir qui dit quoi et à qui et quand. Savoir qui vous écoutez et qui vous ignorez. C'était le scénario le plus délicat à réaliser. Le niveau d'activité impliqué par une mission de sauvetage attirait immanquablement l'attention des ennemis, et il n'était pas rare qu'un ou plusieurs avions de la mission tombent sous leur feu. On s'activait pas mal là-haut depuis un petit moment. On était presque à court de carburant et prêt à partir. On faisait donc demi-tour pour quitter la zone quand 2 MiG que personne n'avait vus sont arrivés de basse altitude. L'agence de contrôle ne les a pas vus et nous non plus. Ils ont tiré 2 missiles à tête chercheuse et les 2 ont fonctionné. On s'est retrouvé comme ça avec 4 types tombés dans le même coin. Aikman et le pilote de l'autre F-4 ont été secourus avec succès, mais leurs coéquipiers n'ont pas eu la même chance. Mon coéquipier, Tom Hinton, a réussi à orienter son parachute vers une clairière. Mais une fois descendu trop bas pour pouvoir manœuvrer, il a aperçu des Nord-Vietnamiens qui se dirigeaient vers son point de chute. En 5 minutes, il a été capturé. Le pilote de l'avion numéro 3 a été repêché tout de suite. Son coéquipier a été prisonnier de guerre pendant 9 mois. Le traitement des prisonniers de guerre par les Nord-Vietnamiens n'avait rien d'idéal. Interrogations poussées, coups, régime cellulaire, tentative de les utiliser pour la propagande nord-vietnamienne. Le gouvernement américain s'est fait de plus en plus pressant pour obtenir leur libération.
Fin janvier 1973, un traité de paix a été signé par Henry Kissinger pour les États-Unis et le duc Tho pour la République démocratique du Vietnam. Entre autres choses, il prévoyait un retour rapide des prisonniers de guerre qui ont été rapatriés en mars de la même année. C'était la fin de la guerre aérienne au Nord-Vietnam. Comme les autres branches de l'armée, les forces aériennes américaines ont essayé de préparer les Sud-Vietnamiens à la poursuite des opérations aériennes, mais ça n'a pas été facile. Les forces aériennes sud-vietnamiennes étaient très motivées, aucun doute. Ils ont vraiment essayé. Mais ils n'avaient pas assez de moyens. On a essayé de leur donner les ressources, on leur a laissé les nôtres pour travailler, mais ça ne s'est pas concrétisé. C'était trop énorme pour eux. Quand les forces aériennes américaines ont survolé le Vietnam pour la première fois, elles n'étaient pas prêtes pour la mission qui les attendait. On a beaucoup appris au Vietnam. C'est probablement la meilleure chose qui soit sortie de ce conflit. On a appris qu'il fallait mettre des mitrailleuses dans les avions, avoir une bonne visibilité pour voir ce qu'on faisait en combat rapproché. Tout ça a été intégré au F-15 et au F-16 et aux avions qui ont suivi le F-4. Cet aspect-là a été bon pour les États. La nécessité d'un changement drastique dans les armes et dans les tactiques, ajoutée aux restrictions imposées, a créé une grande frustration dans toute l'armée américaine. Le Vietnam a été une bonne illustration de comment ne pas utiliser la puissance aérienne et comment ne pas utiliser les forces navales et les forces terrestres. Ça a montré l'importance des stratèges. Sans vouloir que toutes les personnes employées dans l'armée en soient, il en faut au moins quelques-unes. Quand ce sont les politiciens qui dirigent la guerre, ça crée toujours des problèmes, à cause des limitations dues aux lois de la guerre. On ne pouvait pas passer la frontière, même si, par exemple, on voyait un convoi de camions attendant la nuit aligné le long de la frontière, qui, bien entendu, n'étaient pas venus là pour faire la causette. On savait bien qu'ils s'apprêtaient à traverser la frontière, mais on ne pouvait rien faire contre eux. Ça nous aurait valu la cour martiale. Ce qui nous irrite vraiment, c'est qu'on n'a pas coulé les bateaux du port de Haiphong. Il y avait un port et 2 chemins de fer qui menaient au Vietnam du Nord, et on ne nous a jamais permis de les bombarder. C'était une grosse erreur politique de permettre un ravitaillement militaire illimité au nord, qui se déversait ensuite vers le sud. Sans ça, on aurait bien mieux contrôlé la situation. Notre frustration a grandi après notre retour. Quand on était sur place, on était trop impliqué dans l'action. On faisait ce pourquoi on était entraîné. On n'avait pas le temps de se demander pourquoi on faisait ces choses stupides. Pourquoi on attaquait un petit pont entre Hanoï et Haiphong, quand à 8 ou 10 kilomètres, il y avait une base pleine de MiG qu'on n'avait pas le droit de toucher. On les a amenés à laisser tomber dans les années 70 en faisant ça. Envoyer des B-52 et miner le port de Haiphong, ça a fini par attirer leur attention. Je pense que le Vietnam du Nord a reconnu qu'on était au bout du rouleau et qu'on devait se retirer, mais sans trop perdre la face. C'était une occasion de discuter autour d'une table et de faire marche arrière de façon à ce que tout le monde s'en sorte bien. On n'aurait pas dû être là. Je suis convaincu qu'on n'a rien appris. Après la Corée, on aurait dû savoir que si on part en guerre, on ne doit pas partir avec ça. On doit se lancer avec ça, avec tout ce qu'on a. Mais on ne l'a pas compris, ni en Corée, ni au Vietnam. On n'a pas gagné cette guerre. On ne l'a pas compris pour tempête du désert, et j'ai l'impression qu'on refait les mêmes erreurs en ce moment.